C'est un sujet abordé de plus en plus avec d'animosité dans l'opinion en ce moment. Les Congolais sont divisés sur oui ou non la capacité de renforcer les modalités pour accéder à la magistrature suprême. La loi Tiani, que l'on ne veut pas à juste titre présenter comme la congolité, vu la catastrophe que ce suffixe a créé en Côte d'Ivoire, a finalement pu être alignée lors de cette session parlementaire. Nous allons aborder cette question avec un analyste politique que je présente, Junior Koudoura. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher et merci de me recevoir une nouvelle fois sur votre plateau, sur votre chaîne. Alors nous allons décortiquer la question sur trois parties, mais avant, j'aimerais d'abord que vous puissiez, vous, comme on vous a vu dans votre média Premium TV, être d'accord avec cette proposition de loi. On aimerait que vous puissiez nous présenter les avantages de cette idée de Noël Tiani. D'abord, selon moi, aucune réforme dans le monde appliquée par un gouvernement ne requiert l'assentiment de 100% d'une population. Jamais un État a fait des réformes qui a recueilli 100% d'adhésion. Et ça, il faut l'accepter. L'objectif, c'est d'avoir une réforme qui protège les intérêts de la majeure partie de la population. En l'occurrence, cette proposition de loi est de nature à conserver le droit des Congolais, qui sont majoritairement d'ailleurs d'origine congolaise, de père et de mère, à pouvoir briguer la présidence. Et dans la mesure où la majorité des Congolais voient leurs droits préservés dans cette proposition de loi, je suis favorable donc à ce que la majorité des Congolais bénéficient de cette proposition de loi et donc favorable à cette loi Tiani. Mais vous le savez très bien, il y a des risques, il y a déjà de voix qui se sont soulevées. Qu'est-ce qui peut être engendré de dangereux si cette loi arrivait à être appliquée, dont vous êtes conscient? D'abord, j'entends les critiques acerbes dire que cette loi serait de nature à être discriminatoire. D'abord, je rappelle qu'en RDC, à ce jour, la constitution qui nous régit depuis 2006, qui a été votée par référendum et signée et promulguée par le président qui précédait le président Tshisekedi, stipule en son article 72 que pour être candidat président, il faille être congolais d'origine. L'article 102 et 106, quant à eux, stipulent que pour être candidat sénateur et candidat député national, il faille être simplement congolais. En d'autres termes, notre constitution d'aujourd'hui, votée par référendum, donc qui a eu l'adhésion de la majeure partie des Congolais, promulguée par le président d'antan, le prédécesseur de Tshisekedi, a accepté et entériné le distinguo entre le Congolais et le Congolais d'origine. Donc ce débat-là a déjà eu lieu, a été validé par référendum par notre constitution actuelle, qui nous régit jusqu'aujourd'hui, qui a été votée par la majeure partie des Congolais. Donc on peut donc constater que dans ce cadre, cette loi Tiani n'est que la continuité d'un principe. La continuité parce que ça acquis va modifier quoi? Parce que si on sait qui est un Congolais d'origine, on sait qui est un Congolais tout court, pourquoi revenir encore sur la loi Tiani pour insister sur des pères et des mères entre eux? Selon moi, une constitution, des textes, des lois doivent tenir compte des spécificités de l'État que ces lois régissent. On ne peut pas appliquer au Congo des principes universels qui ne prennent pas en compte les réalités sécuritaires, sociétales qui sont les nôtres. Nous devons avoir notre propre autodétermination et nos textes de loi doivent s'adapter aux réalités qui sont les nôtres. Lorsqu'une province est en guerre, il y a notamment l'état d'urgence. Aujourd'hui, c'est la même chose. Notre État, depuis longtemps, depuis des décennies, de président en président, est sujette à des agressions. Nous le voyons encore aujourd'hui lorsque nous avons un député national en fonction qui est face à la cour militaire pour des causes d'alliance, de complicité illicite avec le Rwanda et les pays étrangers. Ça démontre à suffisance qu'il y a une nécessité lorsque l'État... D'abord, ça démontre à suffisance que notre État est en danger de complicité, en danger de balkanisation, en danger de perdition. Il faut donc adapter nos textes de loi tenant compte de la situation. On ne peut pas appliquer au Congo des principes universels qui ne tiennent pas compte de la réalité sur terrain. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire
que cette réforme ait lieu, parce qu'effectivement, plus que jamais, ce pays est sujet à des intrusions, est sujet à des menaces de perdition, à des menaces de balkanisation. Et donc, on doit tenir compte des nécessités qui s'imposent à nous et adapter nos textes face au danger qui est le nôtre. On ne peut pas juste rester sur des principes fondamentaux ne tenant pas compte des réalités qui sont nôtres. Notre Constitution, certains articles de notre Constitution est majoritairement copiée, malheureusement, sur l'influence française et belge de notre histoire avec la Belgique et la France. Mais aujourd'hui, il faut adapter ces textes tenant compte de la nécessité sur terrain. Quand vous parlez de la nécessité sur terrain, on ne vous enlève pas le fait que vous évoquez l'infiltration, l'agression, mais est-ce que vous ne donnez pas un tout petit peu raison à ceux qui disent aussi qu'il s'agit d'une loi personnelle pour écarter un adversaire à un moment précis? Parce qu'il n'y a pas que l'agression, il y a aussi les élections dans quelques mois et il y a un candidat sérieux, j'ai envie de dire, qui se retrouve dans cette situation. Cette loi, je l'ai dit, elle est dans la continuité de ce qui existe déjà au Congo. Déjà au Congo aujourd'hui, la Constitution prévoit que pour être candidat président, il fallait être congolais d'origine. C'est le seul article sur lequel la Constitution a précisé le mot d'origine. Donc déjà, dans notre Constitution, la majeure partie des Congolais avaient déjà voté par référendum une Constitution qui stipulait que pour la présidence, il fallait être congolais d'origine. Parce que j'ai compris votre question. Donc aujourd'hui, pour nous, si la question était spécifiquement liée à des candidats d'opposition auxquels vous faites référence, je l'ai compris, cette proposition se limiterait à la présidence. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle va aussi sur le principe que pour les corps constitutifs, les postes importants et clés de souveraineté du pays, en termes sécuritaires, il faille nécessairement verrouiller ces différents postes-là, notamment président du Sénat, président de l'Assemblée, président de la Cour constitutionnelle. Ce sont donc des postes qui ne sont pas liés à la présidentielle. Donc on ne peut pas dire que cette proposition soit spécifiquement liée à un individu ou à la présidence. Deuxième chose, j'entends la critique qui dit qu'effectivement cette loi elle est taillée sur mesure. Mais elle est taillée sur mesure, oui, c'est vrai. Mais sur quelle mesure? Sur la mesure des enjeux et des menaces qui sont les nôtres, et non sur les individus. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a une nécessité de sécuriser nos acquis. On nous dit que cette loi est discriminatoire. Mais d'abord, le Congo est discriminé à cause de ses richesses. Aujourd'hui, les richesses congolaises des Congolais ne profitent pas aux Congolais, mais profitent à d'autres qui ne sont même pas des Congolais. Alors, dans nos attention, là, vous allez répondre à la question. On dit, mais qui sont en train de gérer le pays pendant que le Congo traverse cette situation? Qui est président de la République, président du Sénat, chef d'état-major, pendant que le Congo est agressé? Ce sont justement des Congolais, des pères et des mères. Justement, je dis, c'est vrai. On ne peut pas dire, et je ne suis pas naïf, on ne peut pas dire que parce que vous êtes Congolais d'origine, vous avez les super pouvoirs. Vous avez nécessairement la capacité de mieux faire. Il y a eu dans ce pays des Congolais d'origine qui ont mal fait. Et il y a eu aussi des Congolais de père ou pas de mère qui ont bien fait. Mais il y a eu des héros nationaux, voilà, notamment Lumumba, qui étaient de père et de mère et qui ont très bien fait. Deuxièmement, dans un contexte de guerre, pensez-vous qu'en Ukraine, parce que le président Zelensky n'aurait pas convaincu, dans un contexte de guerre ouverte avec la Russie, vous pensez qu'en Ukraine, quelqu'un pourrait se prévaloir d'être candidat président pour l'Ukraine, alors qu'il ne serait pas ukrainien fondamentalement de par ses racines? Je ne pense pas. Parce que le contexte ne serait pas propice. Donc aujourd'hui, plus que jamais, au contraire, le contexte est propice et justifie nécessairement qu'il faille verrouiller. C'est vrai, cette mesure n'est pas de nature à régler tous les problèmes du monde. Mais sur base de quel principe on dira que parce que les Congolais d'origine n'ont pas réussi, il faudrait donner le pouvoir à d'autres Congolais? Au contraire, moi je pense qu'il faut renforcer la confiance et le lien qu'il y a entre la population et sa patrie, en faisant confiance aux Congolais, en ne disant pas que parce que les Congolais d'origine n'ont pas réussi, il faille ouvrir le champ à d'autres, mais plutôt dire qu'effectivement, ce pays est le vôtre, plus que jamais, pour ce poste-là, ce pays qui donne autant d'opportunités aux étrangers dans différents domaines de la vie publique, pour ce poste-là, nous faisons confiance à notre population, à nos Congolais. Deuxième chose, vous dites que cette proposition est peut-être de nature, peut-être, selon l'opinion, à discriminer. Mais je rappelle que si cette réforme passe, mais la majeure partie des Congolais, la majeure partie écrasante des Congolais, reste éligible. Et donc, dans le cadre d'une réforme, l'intérêt d'une réforme, c'est quoi? C'est de protéger l'intérêt de la majeure partie de la population. Et l'intérêt général, qui est donc la majeure partie de la population, est préservé dans ce cadre de cette réforme-là. Donc, dans quelle mesure
cette loi serait de nature à créer des troubles et des dissensions. Mais Junior Koudoua, permettez-moi quand même de parler du moment. Il n'y a pas plus longtemps que l'année passée ou l'année d'avant, Félix Tshisekedi, même personnellement, ne semblait pas très emballé avec cette idée. Même au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas la première fois que l'on propose et que cette loi soit déboutée, ne serait-ce que même pas alignée. Est-ce que c'est un hasard du fait que Moïse Katumbi, je le cite, quitte officiellement Félix Tshisekedi, que cette loi passe finalement au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu étrange? Non, je ne trouve pas ça étrange parce que rien ne prouve. Je ne vois pas pourquoi Moïse Katumbi serait dérangé par cette proposition de loi-là. Parce que lui, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais dit qu'il n'était pas congolais d'origine, de père et de mère. La majorité, l'Union sacrée, n'a jamais dit que Moïse Katumbi n'était pas de père et de mère. Dans la mesure où cette loi s'appliquait. Aujourd'hui, même dans l'État, il s'agit pour être candidat président de la République, article 72 de la Constitution, d'être congolais d'origine, c'est-à-dire d'être d'une ethnie dont... c'est-à-dire appartenir à une ethnie qui était présente au Congo en 60. À lui de se conformer à la loi. On ne peut pas, si je vous suis, adapter la loi à un individu et au détriment de l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général, c'est quoi? C'est poser des mesures fortes. L'état de siège dans les provinces où il y a la guerre, sécuriser la présidentielle, et sécuriser la présidence parce qu'effectivement, lors de la présidentielle, c'est le moment où le pouvoir est le plus fragile, parce qu'on passe d'un président ou à un autre, ou d'un président qui passe d'un second mandat à un autre, et c'est le moment le plus important et le plus propice, selon moi, à sécuriser soit la continuité, soit la transition. Et un président responsable doit s'assurer que le pays qu'il lègue à son successeur ou le pays qu'il va continuer à gérer demeure dans des conditions de gestion favorables à la souveraineté et la protection de la souveraineté de l'État pendant son régime et après son régime. Parlons des poids, des forces sur le tableau actuellement, des avis, comment tel ou tel autre a accueilli la nouvelle. Il y a notamment la communauté internationale, je précise bien l'Union européenne, qui est allée jusqu'à rencontrer le président de l'Assemblée nationale, qui ne semble pas non plus emballé, comme je le disais tout à l'heure, avec cette idée et qui n'hésite pas de juger cela discriminatoire, de vouloir passer à cela maintenant. J'ai suivi avec vous également cette actualité-là, l'Union européenne au niveau de l'Assemblée. Moi, j'ai brièvement deux commentaires à faire. Je précise que les deux grands pays qui jouent des rôles importants en RDC, qui veulent s'ingérer en RDC sur cette question, c'est la Belgique et surtout le Royaume-Uni, allié, complice du Rwanda. Je rappelle qu'en Belgique et au Royaume-Uni, Union européenne, il y a des royaumes qui règnent. Dans ces royaumes, pour être roi, logiquement, comme dans tout royaume, il faut que vous soyez le successeur direct du régent. Donc, on comprend que pour être dirigeant et passer le pouvoir du roi à un autre, il faut être de la famille royale. Donc, en d'autres termes, la majeure partie de la population anglaise et belge qui n'est pas de sang royal est discriminée face à une minorité, la famille royale, qui se transmet de pouvoir de père en fils, de père en fille, de mère en fille ou de mère en fils. Donc, dans ces pays de l'Union européenne, il y a une discrimination dont personne ne parle, que personne ne critique, ni en Europe, ni en Afrique. Est-ce que c'est correct de comparer un royaume à une république, parce qu'on sait que ce sont des titres protocolaires? Non, ce ne sont pas des titres protocolaires. Pratiquement pas de pouvoir de décision, c'est les premiers ministres qui gèrent. Le Premier ministre gère, mais le Premier ministre, dès lors qu'il est élu, va chez le roi représente son pays, comme le chef de l'État chez nous représente notre pays, et donc le pouvoir est transmis de génération en génération au Royaume-Uni, en Belgique, sur base du lien du sang, sans aucune légitimité, sans aucune adhésion de la population. Il y a donc des familles royales en Europe qui se transmettent le pouvoir de génération en génération de manière discriminatoire par rapport à leur population majoritaire. Ici, c'est le contraire. Ici, on cherche à préserver le droit des Congolais de se transmettre le pouvoir de manière légitime et légale à travers les élections, de Congolais à Congolais. Et plus que jamais, je précise que la majeure partie des Congolais, de manière écrasante, voit dans cette proposition ces droits être préservés. Et ce n'est qu'une infime minorité qui peut-être, malheureusement, n'aura peut-être pas accès à ces possibilités-là. Mais aujourd'hui, la réforme, c'est quoi? C'est choisir. Il faut trancher. Lorsque nous avons la majeure partie des Congolais qui sont
préservée par un texte de loi, moi je préfère soutenir cette majorité-là, malheureusement, au détriment de certains. Toute réforme, je l'ai dit, ne peut pas satisfaire tout le monde. Lorsqu'il y a dans certains pays des problèmes d'emploi, eh bien, on favorise les nationaux par rapport aux étrangers. Et deuxième chose, si vous me demandez si c'est une discrimination, je dirais une discrimination positive. Parce que plus que jamais, il faut continuer, je pense, à faire confiance aux Congolais et pas leur dire parce que vous n'avez pas pu gérer votre pays et qu'il y a effectivement eu dans ce pays des Congolais de père et de mère qui ont déçu. À ce moment-là, vous voyez, la conséquence c'est quoi? On ouvre le chemin aux étrangers. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je continue à citer quand même ceux qui s'opposent et vous me direz, parce que là vous avez trouvé un argument quand même de poids par rapport à l'Union européenne, mais il y a aussi l'Église catholique par exemple, qui pense que c'est une loi qui va perturber la cohésion sociale. Il y a l'opposition. Mais oui, j'entends cette peur, cette crainte de dire que cette proposition peut perturber l'ordre public, perturber la cohésion, peut avoir être de nature à attiser un peu des clivages tribaux. Mais je reviens à mon argument. Depuis 2006, à moins que les Congolais nous ne lisions pas la Constitution, mais moi je l'ai lu. Depuis 2006, l'article 72 de notre Constitution stipule que pour être Congolais, il faut être Congolais d'origine. Cette même Constitution stipule que pour être candidat sénateur ou député, il faille simplement être Congolais. Ça veut dire quoi? Que notre Constitution, aujourd'hui, depuis 2006, depuis 17 ans, a entériné le fait qu'il y ait un distinguo à faire entre les Congolais d'origine et les Congolais. Et malgré tout, il n'y a jamais eu, à cause de ça, ni de troubles tribaux, ni d'incohésion sociale, ni de division au sein de la population. Donc pourquoi est-ce que, quand nous donnerions plus de cohérence à ces textes-là, aujourd'hui, parce que le but c'est ça, c'est de donner plus de cohérence, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des conséquences mauvaises en termes de tribalisme, en termes de division, lorsque notre constitution actuelle, qui a été votée de manière écrasante par référendum, et signée par le prédécesseur de Tshisekedi, n'a jamais créé aucune difficulté, aucune division dans la population. Alors, revenons sur quelque chose que vous avez soufflé tout à l'heure, notamment la situation d'état des sièges. Vous qui lisez bien la Constitution, vous savez que l'on ne peut pas toucher à la Constitution pendant que nous sommes sous un régime spécial, comme l'état des sièges, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'état de siège, il est instauré dans une province. Aujourd'hui, la révision de certains articles de la Constitution, les articles qui sont verrouillés sont bel et bien déterminés et clairement définis. Cette question de la nationalité, si elle aboutit, je suis favorable, tant mieux, mais au moins, elle aura posé le principe de s'interroger et d'attirer l'attention de tous sur le choix de nos représentants. Je vous signale encore une fois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des exemples concrets d'un député national congolais, devant la haute cour militaire pour des faits, d'abord comme par hasard, il a effectivement des racines étrangères, comme par hasard, une connivence avec le Rwanda, comme par hasard, une activité commerciale dont le produit est transféré vers le Rwanda. Donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord pour ceux qui disent qu'effectivement, être Congolais d'origine ne garantit rien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, minimiser la question et de dire, bon, comme les Congolais d'origine ont des fois déçu, ouvrons la porte à d'autres. Non, le Congo est nôtre, nous nous débrouillerons avec nos Congolais d'ici, et je suis convaincu, il faut lancer le signal qu'effectivement nous continuons à croire que dans ce pays, ce sont les Congolais qui vont relever le pays. Aujourd'hui, Macron est venu ici nous dire que ce pays est le vôtre, c'est vous qui devez le prendre en main. L'ambassadeur français aux Nations Unies est venu et aller à l'Est vous dire que ce pays, ce n'est pas l'Europe qui va le sauver, ce n'est pas la communauté internationale qui va le sauver, c'est vous-même. Et nous, Congolais, nous allons ouvrir la présidence de la République aux étrangers, alors que les étrangers eux-mêmes viennent ici nous dire que ce pays, c'est vous qui allez le sauver, ce n'est pas les autres. Ça n'a aucun sens. Restons cohérents. Merci beaucoup, Junior Koudoura, par rapport à cette contribution à cet énorme débat en ce moment. Dernière question, mais la toute dernière, est-ce que cette loi en vaut tellement la peine, même si elle risque de perturber la cohésion sociale que nous avons évoquée tout à l'heure? C'est-à-dire qu'il y ait un avant et un après loi Tchiani. Un Congo divisé, des gens qui se regardent désormais à couteau tiré avec beaucoup de méfiance. Division, je ne pense pas, parce que de un, je l'ai dit, cette proposition de loi préserve l'intérêt de la majeure partie des Congolais qui sont des Congolais d'origine. Deuxième chose, je pense qu'il faut
qu'un peuple s'autodétermine. Il faut prendre des mesures fortes. C'est vrai que cette mesure n'est pas de nature à tout régler, mais là où on peut régler des problèmes et verrouiller certains problèmes, il faut les verrouiller, tenant compte de la situation sécuritaire, de la situation politique, d'autant plus que nous avons des cas où des Congolais d'origine de père et de mère ont fait des grandes choses pour ce pays. Je prends notamment le cas de Lumumba. Et nous avons des cas où des Congolais qui ne sont pas de père et de mère ont fait des choses graves contre ce pays. Je prends notamment le cas, bien que présumé innocent, d'un député national pour des faits avérés. Vous oubliez le cas de Mamadou Ndala, par exemple, qu'on a cité de temps. Exactement. Exactement. Mais aujourd'hui, je préfère, dans le doute, c'est vrai qu'on peut dire que être Congolais de père et de mère ne garantit rien. Être Congolais de père et non de mère ne garantit rien. Mais dans le doute, en tant que patriote, je choisis le Congolais d'origine. Merci beaucoup Junior Koudoura. Sous votre casquette d'analyste politique, vous avez apporté votre contribution à ce débat énorme. Comme je le disais tout à l'heure, on se retrouvera probablement pour un autre sujet. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être reçu sur Télé 50 et dans votre émission L'invité. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.